la question demeure aujourd'hui au cœur des tensions politiques et même des tensions d'ordre national au niveau interne en République démocratique du Congo. La question de la nationalité des Banyarwanda et des Banyamulenge de façon générale. Martin Fayulu est celui qui a relancé ce débat en Europe. Et après, il y a eu des réactions. La communauté de Banyamulenge vivant à Kinshasa a été reçue par Augustin Kabouya, qui sont venus aussi dénoncer ces propos de Martin Fayulu. Azarias Rouberois, qui a même aujourd'hui, à son niveau, même dénoncé le fait que les Bambala ne sont pas venus au Congo avant les Banyamulenge. Mesdames et messieurs, cette question est une question aujourd'hui qui fait l'un des plus grands sujets d'actualité, mais aussi un sujet qui ne meurt jamais, qui est toujours dans les discussions. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, on reçoit quelqu'un qui a sa part de vérité par rapport à cette question. Je vais les présenter tantôt. C'est M. Basile Diatezoa. Il est ancien président de la fédération de l'UDPS au Benelux, donc Belgique et Hollande. Jusqu'en 88. Jusqu'en 88. Vous êtes également toujours acteur politique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. En tout cas, c'est un plaisir immense de vous avoir à nouveau sur ce plateau, M. Basile. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, ça va. Toujours avec votre casquette à la Étienne Tshisekedi. Bon, écoutez, ça, c'est notre képi de travail, comme on dit. Tout à fait. Plaisir immense d'être avec vous, encore une fois. Plaisir immense d'être avec vous, encore une fois. Après un long moment, bien sûr. Oui, ça va. Alors, on va rapidement commencer par cette question. Vous avez certainement suivi Martin Fayulu en Europe. Il dit que les Banyamulenge ne sont pas une tribu, plutôt, une tribu au Congo, et qu'il n'y a même pas une langue au Congo qu'on appelle les Banyamulenge. Est-ce qu'il a raison de dire qu'au Congo, il n'y a aucune tribu qu'on peut nommer Banyamulenge? Ça n'existe pas. C'est quand même triste d'écouter M. Fayulu lancer de telles inepties. Je comprends qu'il commence sa campagne électorale, parce que dans 2 ans, ceux qui ont l'ambition de gouverner ce pays, bon, ils commencent à aiguiser leurs armes. Malheureusement, la médiocrité qui nous caractérise fait que, bon, on s'égare, disons, dans des sujets qui n'honorent pas la classe politique congolaise. Les Banyamulenge, d'abord, c'est qui? Il faut d'abord qu'on précise les mots, les labels. Dans le Kivu, si on prend le Grand Kivu, vous avez des populations congolaises d'expression Kinya-Rwanda. Au nord Kivu et au sud Kivu. On les appelle tous les Banyamulenge. Non, justement. Vous avez des écrivains pamphlétistes là, comme Charles Onana, qui confond, qui croient que tout y est Munyamulenge. Non, c'est les Banyamulenge, c'est un groupe qui s'est donné ce label dans les années 70 pour se distinguer justement des autres Banyarwanda. Je vais donner des explications. Avant de commencer, je voudrais d'abord donner 3 références bibliographiques pour aider les amis, les camarades, disons, à comprendre un peu la problématique. D'abord, il y a une publication du musée de Tervuren de 1904. Je dis bien 1904. C'est l'époque de Léopold II, de l'État indépendant du Congo. Une publication, celui qui peut entrer sur Internet, il va dans Google, il prend les références que je vais donner, il peut télécharger le document qui est en PDF. Le titre, c'est
l'État indépendant du Congo, point. Documents sur le pays et ses habitants, point. Vie indigène des habitants, point. Annexe aux annales du musée du Congo. Ethnographie et anthropologie, virgule, série 4, chiffre romain, virgule, fascicule 6, virgule, 1904. Vous allez dans Google, vous tapez, vous aurez le document en PDF, vous pouvez le télécharger. Mais c'est qui l'auteur, en fait? Pardon? Est-ce qu'on a précisé l'auteur? Mais c'est le musée de Tervuren, c'est le département d'ethnographie. Okay. C'est un document probant, hein, c'est pas inventé, je ne sais pas moi par qui, c'est un document probant. Okay. Donc, qui a été publié à l'époque de Léopold II. Léopold II, qui a recensé les indigènes, enfin, qui n'a pas recensé, mais qui a identifié sur son territoire des Watutsi, des Wahutu, des Twa. Dans ce document, vous trouvez ça. Il y a même des photos là. 1904. Deuxième document, deux auteurs, Maes, M-A-E-S, G, Jean, et Beaune, B-O-O-O, donc, N-E, Oscar. Point. Virgule. Les peuplades du Congo belge. Okay. Virgule. Bruxelles, 1935. À la page 142, de la page 142 à 146. Musée du Congo belge. Vous allez dans Google, vous tapez, vous pouvez télécharger. Troisième document, l'auteur c'est Wilster, donc H-U-L-S-T-A-R-E-R-T, Gérard, virgule, carte linguistique du Congo belge. L'Institut royal du Congo belge, 1950. Page 29, de la page 29 à la page 31. Et si vous allez dans ce même document de Wilster, à la page 53, vous avez des précisions où on parle des Banyarwanda, des Baounde, des Bashi, des Batembo, des Bahavu, qui constituent les langues bantoues. Hein, on parle des Banyarwanda. Mmh. Et quand on parle des Banyarwanda, c'est Hutu et Tutsi, et toi. Ensemble. Bien sûr. Parce que le label Banyarwanda au Congo belge, je dis bien au Congo belge, a été utilisé par le pouvoir colonial pour identifier les populations congolaises d'expression Kinyarwanda, qui appartenaient pendant la période précoloniale, donc dans le Rwanda ancien, au Mwami du Rwanda. Parce qu'il faut préciser ça aussi. Puisqu'il y a aussi des polémiques là, ces jours-ci, on parle des Rwandais, des Banyamoulins qui sont Rwandais, ainsi de suite. Non, il faut voir ici le Rwanda ancien, c'est-à-dire que avant que ce pays ne perde ses habitants, ses frontières, avec la colonisation allemande et après la colonisation belge. Donc le Rwanda ancien avait une superficie un peu plus large que le Rwanda actuel. Bien sûr, les documents historiques sont là. Hein. Le Rwanda ancien. Il faut d'abord préciser aussi un élément. Pendant la période précoloniale, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Européens pour coloniser l'Afrique, les Africains ne connaissaient pas les frontières tracées, fixées. Un Mwami, par exemple, qui restait à Kigali, il pouvait avoir comme sujet, par exemple, des groupes qui se trouvent dans la frontière actuelle du Congo, hein, ou en Ouganda, ou en Tanzanie. Bref, à cette époque-là, les frontières tracées et fixées n'existaient pas. Deux groupes humains pouvaient être contigus, c'est-à-dire être de côte à côte, mais appartenir peut-être à deux pouvoirs politiques différents, à deux momies différents.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, il n'y avait pas de frontières tracées. Mais on savait que dans tel lieu, il y avait un groupe de Banyarwanda qui dépendait du Mwami du Rwanda, de l'ancien royaume du Rwanda. Donc, quand on parle des Rwandais, dans l'assertion de ceux qui animent le débat aujourd'hui, il faut voir le Rwanda ancien. Donc, voilà un peu les trois références parce que je lis certaines publications sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu un document historique ou anthropologique ou ethnologique où on identifie des populations qui parlent Kinyarwanda, des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Non, c'est faux. Ça c'est faux. Il y a des populations congolaises d'expression Kinyarwanda. Hutu, Tutsi et Twa. Ça, c'est incontestable. Qui sont autochtones. Oui, ils sont chez eux. Les frontières, d'abord. Quand on a tracé les frontières, est-ce qu'on a demandé aux populations africaines leur volonté d'adhérer à telle communauté ou de ne pas adhérer? Non, on traçait les frontières comme ça arbitrairement. À la conférence de Berlin, c'était comme ça. On a tracé les frontières sans qu'il y ait la présence des Africains. Et pourtant, on avait des chefs coutumiers et tout ça là. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas une volonté commune pour appartenir au Rwanda allemand ou au Congo de Léopold II ou à l'Ouganda des Britanniques. À la conférence de Berlin, c'était arbitraire. Ils ont pris les règles, les équerres, ils ont commencé à tracer, et puis voilà. Il y a des populations qui se sont retrouvées à cheval dans deux frontières. Donc ça conforte la thèse d'Azarias Rouberois qui... Ce n'est pas sa thèse, ce n'est pas la thèse d'Azarias Rouberois, non. C'est une vérité historique. Rouberois n'a fait que reproduire une vérité historique. Mais écoutez, moi je suis originaire, je suis au Congo, du Congo central. Oui. Mais en Angola, il y a des Bas-Congo. Au Congo-Brazza, il y a des Bas-Congo qui vont jusqu'au Gabon. On a appartenu à l'ancien royaume Congo, qui a connu sa décadence. Vous allez au Katanga, vous avez les Lunda, le Mwatayav aujourd'hui qui est au Katanga au Congo. Le Mwatayav aujourd'hui a ces sujets qui sont au Congo, donc au Katanga, en Zambie et en Angola. Vous comprenez? Aujourd'hui, on s'attaque au Banyamulenge, disons, ce sont des éleveurs, parce que dans le groupe Banyamulenge, il faut comprendre un peu cette historique-là. Ce groupe-là, donc les éleveurs qui ont pris le label Banyamulenge dans les années 70, ce sont des éleveurs qui sont venus du Rwanda et du Burundi, à la recherche des pâturages. Il y a ceux aussi qui ont fui la tyrannie d'un tel Mwami, du Rwanda ou quoi. Mais bref, ils sont arrivés sur les plateaux d'Itombwe, au sud Kivu. Ils ont vu que l'herbe était bonne pour leurs vaches. Il n'y avait pas de moustiques. Bref, le climat les a plu et puis ils sont restés. Ils ont négocié avec les habitants qui étaient là, les Bafulero. Le chef Bafulero a trouvé normal, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de frontières. Les nomades, nous d'ailleurs, nous les Bantous, nous sommes des semi-nomades. Ça, il faut jamais oublier ça. Nous ne sommes pas sortis du sous-sol de nos terres claniques comme des champignons. Nous avons toujours fait le nomadisme. Nous sommes arrivés même jusqu'en Afrique du Sud avec les Zoulous, tout ça là. Vous voyez? Donc, nous sommes des semi-nomades. Et quand ces éleveurs arrivent là, avec l'aval du Mwami Fulero, le Congo n'est pas encore créé. Ils sont là depuis le XVIIIe siècle. Le Congo n'est pas encore créé. Le Congo est créé en 1885. Et quand Léopold II va acquérir sa propriété, il va sédentariser tout le monde dans sa propriété. Il avait besoin des hommes. Il ne pouvait pas se proclamer roi souverain s'il n'y avait pas des humains. Donc, il a sédentarisé tous ceux qui étaient là. Donc, ces éleveurs Tutsis, venant du Burundi et du Rwanda, sont congolais de souche. Vous comprenez? Et d'ailleurs, à côté d'Uvira, vous avez des Congolais d'expression Barundi. On les appelle les Barundi.
Ils ont même leur Mwami. Ce sont des Congolais, Barundi, puisqu'on ne parle que des Banyamulenge. Mais à côté d'Abdovira, vous avez des Barundi. Ils sont aussi Tutsis. Enfin, je vous dis que vous avez des Barundi. Vous allez dans Google, vous tapez Barundi congolais, on va vous donner les lieux et tout ça là. Il y a des Barundi. Vous voyez? Donc, un pays comme le Congo, qui a 9 frontières, je dis bien 9 frontières. Vous savez ce que c'est 9 frontières? Oui. Bon, on a tracé ces frontières arbitrairement. Vous allez par exemple au nord-ouest. Vous avez les Ngwandi, les Yakoma, les Mbaka, ainsi de suite. Vous trouvez ces communautés en Centrafrique. Des part et d'autres. Et alors? Nous, on est né à Kinshasa, on a grandi ici à Kinshasa. On ne connaissait pas, par exemple, la tribu Ngwandi. Hein? Parce que les Ngwandi, qui étaient, par exemple, à Zongo là-bas, ils allaient plus en Centrafrique. Ils faisaient leurs études là-bas. Et quand ils terminaient, souvent, ils venaient à Brazza. Ils restaient à Brazza, et puis après, ils traversaient, ils venaient s'installer au Congo, à Kin, à Léopoldville. Et à Léopoldville, bon, moi, je connais des familles qu'on a découvertes après qui sont des Ngwandi. Nous, on les prenait pour des Centrafricains. Puisque vous avez, en face de Zongo, là, vous avez des Centrafricains qui parlent Ngwandi, les Yakoma, tout ça là. Vous avez à Lokole là, vous avez Lokole là du Congo Kinshasa, vous avez Lokole là du Congo Brazza. Vous avez dans Maïndombe là, rappelez-vous, il y avait des violences intercommunautaires entre, il y avait deux communautés là qui s'écorchaient là-bas dans les Maïndombe. Mais ces communautés, vous les trouvez aussi au Congo Brazza. Les mêmes communautés, vous les trouvez au Congo Brazza. Donc, la plupart des communautés qui sont dans les pays frontaliers de la RDC. Mais ils sont au Congo. Ils sont au Congo. C'est vraiment stupide ce qui se passe dans notre pays. Mais comment alors faire la différence entre, justement, ceux qui se trouvent dans les pays voisins et ceux qui sont justement au Congo? Comment marquer? Mais je prends l'exemple concret. Je suis Congo, n'est-ce pas? Oui. Rappelez-vous, il y avait des réfugiés angolais chez nous, hein, quand ils luttaient pour l'indépendance, et comme le Congo aidait les Angolais pour leur indépendance, on a eu l'afflux des réfugiés angolais chez nous, surtout des Bas-Congo. Oui. Eh bien, quand un Mukongo d'Angola arrivait à la frontière, on lui demandait simplement, tu es de quel clan? Il dit, je suis de tel clan. On lui dit, bon, tu es de tel clan, va dans cette case-là. C'est ta famille là-bas. Tu comprends? C'est comme ça. Donc ils sont intégrés, ils sont devenus des Congolais. Mais enfin, écoute, chez nous les Bantous, ce mot-là, tribu, ethnie, tout ça, qui l'a amené? C'est l'Occident, l'Européen, non? Dans nos coutumes, ce sont les clans. On s'identifie en fonction des clans. Moi, je suis Mukongo, du Congo Kinshasa, mais j'ai des membres de mon clan, même sans, qui sont au Congo-Brazza, qui sont en Angola. Si je vais au Congo-Brazza et que je rencontre une femme Mukongo qui me dit qu'elle est Mukongo, je vais lui demander d'abord son clan. Si nous sommes au même clan, du même clan. C'est votre sœur. Ben, bien sûr. Mais deux nationalités différentes. Tu comprends? Il y a des tabous. C'est mon sang. Tu comprends? Bref, le Congo, c'est une confédération des populations africaines. C'est incontestable. C'est-à-dire celui qui croit que le Congo, c'est réservé, je ne sais pas moi, à une ethnie ou à une race, tout ça là. Non, mais quand on parle de 450 tribus... Mais ça, ce sont des fantaisies, disons, je peux dire, pseudo-intellectuelles. Hein? Bon, si on doit prendre ce chiffre-là, 450 tribus, d'abord, est-ce que si ce nombre-là est vérifiable, est-ce qu'on a demandé à ces 450 tribus de former le Congo? On leur a demandé leur avis? Hein? Non. Ils se sont retrouvés sur ce territoire-là, comme des babouins du parc Virunga. Est-ce que les babouins du parc Virunga, vous leur avez demandé l'avis de rester dans le parc Virunga? Non. Ils sont là.
Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Les 450. Il y a de ces concepts-là, nous devons les éviter. C'est tellement ridicule. On va parler d'un Congo constitué de 450. Mais dis, quand Léopold II a eu sa propriété, il a imposé un ordre politique, un ordre juridique. Il y avait une loi sur la nationalité de l'État indépendant du Congo. Il y avait une loi sur la nationalité dans l'État indépendant du Congo. Mais il y avait des Blancs qui étaient Congolais, tout comme des indigènes qui étaient Congolais. Au Congo belge, on a un peu modifié la législation sur la nationalité. On nous a dit tous nous sommes des sujets belges, sans droit politique, comme les Blancs belges, tout ça là. Mais si le Congo avait, par exemple, accepté que ceux qui sont les Bazou qui sont nés au Congo restent au Congo comme Congolais, mais on aurait une nation, enfin un pays multiracial. Parce qu'il y a des Blancs belges, des Français, des Blancs qui sont nés au Congo et qui aiment ce Congo comme toi et moi. C'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'aime pas le Congo. Non. Donc il y a cette faille anthropologique, cette pesanteur anthropologique chez les Congolais qui n'arrive pas à saisir le concept de la nationalité. L'article 10 de la Constitution actuelle a simplifié les choses. On peut lire l'article 1, comme ça on va comprendre avoir votre compréhension. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la RDC à l'indépendance. Bon, donc le 30 juin 1960, n'est-ce pas? Oui. Mais alors, maintenant, faisons cette rétrospective historique. Qui sont ces communautés, ces groupes ethniques qui étaient dans cette parcelle-là, le Congo belge? On les connaît. Je vous ai donné 3 références bibliographiques, non? Hein? Ce sont des petites... Il y a plusieurs références. J'ai donné seulement parce que le Congolais a cette paresse intellectuelle, ils peuvent aller fouiller dans Google pour avoir ce document. Mais, vous savez, dans cette problématique Banyarwanda, il y a 3 groupes à distinguer. Il y a des Banyarwanda congolais de souche, c'est-à-dire congolais d'origine, depuis Léopold II, jusqu'au 30 juin. J'insiste là-dessus. Au nord Kivu comme au sud Kivu. Mais enfin. Dans tout le Kivu. Dans tout le Kivu, oui. Je parle ici des populations congolaises d'expression Kinyarwanda, Hutu, Tutsi et toi. Donc, vous avez premier groupe des Banyarwanda, parce que le label Banyarwanda a été utilisé par le pouvoir colonial pour identifier les populations congolaises d'expression Kinyarwanda, qui dépendaient du Mwami de l'ancien royaume du Rwanda. Vous voyez? Donc, vous avez donc ces populations congolais d'origine, d'expression Kinyarwanda, ou tout citoyen. Vous avez, en précisant que quand Léopold II a sa propriété, il identifie des populations des Hutus, des Watuti, tout ça sur sa propriété. Je vous ai donné la référence. En 1910, je dis bien en 1910, comme il y avait encore des conflits frontaliers entre les puissances coloniales, l'Angleterre, l'Ouganda, l'Allemagne pour le Rwanda, le Burundi, et la Belgique qui venait d'avoir le Congo belge en 1908. Hein? Bon. Ils ont signé l'accord de Londres de 1910 pour fixer définitivement leurs frontières communes. L'Allemagne a cédé une partie du Rwanda précolonial aux Anglais pour l'Ouganda. Quand vous allez en Ouganda, vous avez les Bafumbira.
Nous, on dit, on les identifie, ceux qui parlent le Kinyarwanda, on les appelle les Banyarwanda, mais en Ouganda, ce sont les Bafumbira. Ils parlent Kinyarwanda. Hein? Hutu et Tutsi. Oui, bien sûr. En Ouganda, dans la province de Kisoro. Bon. L'Allemagne a cédé une partie du Rwanda précolonial aux Belges. L'axe Massissi, Rutshuru, Goma, tout ça, la région frontalière avec Gisenyi, ainsi de suite. Ça appartenait au Rwanda à l'époque. Mais enfin, je vous ai... Écoutez, il faut d'abord descendre... Avant 1910, Goma était côté Rwanda. Il faut d'abord avoir, disons, un apaisement anthropologique, parce que le Congolais n'arrive pas à comprendre ce problème de frontières. Je vous ai dit que en Afrique précoloniale, il n'y avait pas de frontières tracées comme maintenant, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de frontières tracées. Une rivière pouvait être pouvait diviser deux groupes humains, hein? Chacun appartient à tel Mwami, l'autre à tel Mwami, tout ça là, mais il n'y avait pas de frontières tracées. C'est des groupes humains. Tel groupe humain appartient à tel Mwami. Donc c'était des sujets de Mwami. Le cas de Houndé, par exemple. Les Houndé, c'était une chefferie qui était une vassalité rwandaise. Je dis bien vassalité. C'était une vassalité. C'est-à-dire qu'ils dépendaient politiquement du Mwami du Rwanda. Ils avaient leur chef, mais le Mwami du Rwanda percevait des tribus chez les Houndé. C'était comme ça l'Afrique précoloniale. Vous comprenez? Bon, donc moi je vois ici le Rwanda ancien. C'est le Rwanda ancien. Bon. Les Allemands, en contrepartie, ont reçu du Congo belge, donc des Belges, une partie du Congo qu'on a remis aux Allemands pour le Rwanda et pour le Burundi. Mais quand vous allez, par exemple, à la frontière là, de Bukavu, là, Tchangou, quand on parle de Tchangou au Rwanda, mais ce sont des Bashi. Est-ce que les Bashi qui sont au Rwanda, on les appelle des Congolais? Tchangou là-bas, ce sont des Bashi. C'est un territoire des Bashi. Hein? Ils dépendaient du Mwami, des Mwami qui est au Congo. Mais est-ce que ces Bashi-là, vous les appelez des Congolais? Ça n'a aucun sens. Tu comprends? Ce sont des Rwandais, ils ont la nationalité rwandaise. Point barre. Ils sont chi, ils ont appartenu disons, à une entité des Bashi qui se trouve en grande partie au Congo belge, donc à la RDC, mais ce sont des Bashi. Ce ne sont pas des Hutus ou des Tutsis dans la culture rwandaise. Mais ils sont rwandais. Parce que nous, on a cette pesanteur anthropologique. On n'arrive pas à comprendre le concept de la nationalité. D'abord, c'est un concept qui a été inventé par les Européens lors de l'émergence de la bourgeoisie mercantile au 18e, 19e siècle. Le concept de nationalité. Mais la bourgeoisie mercantile, pour ses intérêts économiques, a inventé cette idéologie de la nation, pour ses intérêts économiques. Aujourd'hui, ce concept est obsolète en Europe. Elle est obsolète parce que cette idéologie de nationaliste a entraîné calamité, désolation en Europe. La dernière, c'était la Seconde Guerre mondiale. Comprenez? Aujourd'hui, les Européens, ils sont passés maintenant à l'intégration de leur pays avec la globalisation. Ils sont en train de construire la citoyenneté européenne. La nation européenne. Nous sommes encore à ce stade de fond, nous sommes anthropologiquement au stade de nos villages, de nos clans. Alors on veut faire le moderne. Ah, celui-là, il n'est pas congolais, il n'est pas nationaliste. Est-ce que vous avez compris ce concept de nationalisme, de nation, tout ça là? C'est ça la pesanteur anthropologique. Donc, le problème pour nous, aujourd'hui, c'est de construire une communauté politique consciente. Nous sommes
une communauté politique multiculturelle. Un État, il faut construire un État multinational. On doit se donner un État, des institutions qui tiennent compte des caractéristiques de notre pays. L'étendue du territoire. Le Congo est très vaste. Le Congo, c'est pas Kinshasa. Le Congo est très vaste. La diversité culturelle. La diversité culturelle est là, non? La conception du pouvoir politique chez les Baches, elle est différente à la conception du pouvoir politique chez les Bakongo. Chaque entité, chaque groupe culturel a ses valeurs, ses traditions, tout ça là. Alors, dans ce conglomérat de groupes ethniques, des tribus, tout ça là, quelles sont les institutions que nous pouvons nous donner pour harmoniser la cohabitation de toutes ces composantes nationales? Là, vous avez parlé juste du premier groupe. Vous avez dit qu'il y avait 3? Oui, le deuxième groupe. Oui. Quand la Belgique a eu... Donc, quand ils ont fixé définitivement les frontières en 1910, les Belges vont découvrir le Congo sur le plan économique. Oui. Donc, il faut commencer à exploiter. N'est-ce pas? Mais la Belgique n'a pas assez... Le Congo n'a pas assez de main-d'œuvre. Le territoire est très vaste. N'est-ce pas? Bon. L'Allemagne va perdre la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait le Rwanda et le Burundi. Pour le punir, on va lui confisquer ses colonies. La Belgique va prendre le tutorat du Rwanda et du Burundi. Il avait déjà le Congo. La Belgique avait déjà le Congo belge. Donc, la Belgique va faire de ces 3 pays un seul territoire administratif, politique, ainsi de suite, économique. Et les Congolais qui étaient sur le Congo belge, les Rwandais et les Burundais, vis-à-vis du Belge, ce sont tous des sujets belges. Ni plus ni moins. On était tous au même pied d'égalité. Devant le Belge, devant le pouvoir colonial, quand un Belge regarde, il dit ce sont mes sujets. Que vous soyez du Rwanda ou du Burundi ou de Bukavu, vous êtes mes sujets. Maintenant, le Belge va exploiter sa propriété. Mais il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. La Belgique va chercher des travailleurs au Rwanda et au Burundi. Et en majorité, ceux qui étaient dans l'agriculture, bon, beaucoup de Hutus surtout. Beaucoup de Hutus. Il y avait des Tutsis aussi, mais beaucoup de Hutus. Ça, on les appelle des transplantés. Ils sont arrivés au Congo belge, au début des années 20, là, pour travailler. Donc, parmi ces transplantés, il n'y a pas que les Tutsis, il y a eu les Hutus et les Tutsis qui ont été ramenés au Congo. Oui, bien sûr. Comme travailleurs. Hein. Comme travailleurs. Ils sont restés jusqu'aujourd'hui comme étant... Non, mais écoute. Oui. Bon. Le Mwami du Rwanda a posé une exigence au pouvoir colonial belge. Vous prenez mes sujets, mais mes sujets continuent à payer leur tribut chez moi. C'était ça la condition. Le pouvoir donc traditionnel. Donc, ils sont venus travailler au Congo belge, dans les mines, les plantations, tout ça là, mais ils étaient toujours considérés comme des sujets du Mwami du Rwanda. Ça, c'est le deuxième groupe, des transplantés. N'est-ce pas? Là, nous sommes en quelle année? Mais début des années 30, là. Ça s'est arrêté au début des années 50. Et quand ces transplantés arrivaient, on leur donnait un lopin de terre, c'est normal, on sait que l'Africain, il travaille, d'accord, mais il doit avoir son petit jardin pour cultiver le maïs, le manioc, tout ça là, élever les poules. Hein? Donc, pour le Belge, c'était ces sujets. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des transplantés. On les retrouve même dans les mines du Katanga, tout ça là. Vous comprenez? Par exemple, la famille de la femme de Moïse Katumbi, c'est une Burundaise, mais c'est une famille connue. Pourquoi? Parce que ses ancêtres sont venus travailler au Katanga. Vous comprenez? Bon. Donc ça, ce sont les transplantés. Maintenant, le troisième groupe. Mais ce groupe-là, les transplantés, oui.
est resté au Congo jusqu'à la colonisation. Mais justement, j'en arrive pour que tu comprennes un peu cette problématique. Mais non, avec les contradictions sociopolitiques du Rwanda précolonial à la veille quand l'Afrique va découvrir le démon de l'indépendance, ceux qui étaient à l'avant-garde du combat, c'était l'élite Tutsi, tout ça là, bref, c'est une autre histoire. Il y a eu le premier génocide contre les Tutsis en 1959. Nous avons eu l'afflux des réfugiés, en majorité des Tutsis, qui sont venus du Rwanda, de réfugiés Tutsis. Un exemple, par exemple, le feu Barthélemy Bisengimana, il était parmi des jeunes réfugiés qui sont venus au Congo belge. Il a fait ses études à l'Ovanium. Il était un jeune Tutsi, réfugié de 1959. Il y a ceux qui sont allés en Ouganda, en Tanzanie, ainsi de suite. N'est-ce pas? Bon. Donc, voilà les trois groupes où il y a la problématique. Mais non. Quand la Belgique va commencer à préparer l'indépendance de sa colonie, il y a eu la table ronde. À la table ronde, on a discuté sur le statut des transplantés. Pas des Banyarwanda congolais de souche. Ça, on sait qu'ils sont congolais de souche. Mais les transplantés qui dépendaient du Mwami du Rwanda et qui sont au Congo belge, les transplantés, qui sont venus travailler. À la table ronde de Bruxelles, tous les acteurs politiques congolais, tous, il y a eu un consensus. Les transplantés qui se trouveraient le 30 juin 1960 sur le territoire congolais, lors de l'indépendance, ils sont de fait et de droit congolais. Ils sont congolais. D'origine. Non, écoutez, laissez un peu ces concepts-là. Ils sont congolais. Ils ont la nationalité congolaise. Parce que la loi fondamentale qui a été rédigée par le Parlement belge, la première constitution du Congo indépendant, a été façonnée en Belgique. Ce volet de la nationalité a été mis en suspens par le Parlement belge pour que le futur gouvernement congolais prenne une orientation définitive sur cette problématique de la nationalité. Donc, déjà, la classe politique, les acteurs politiques, avant l'indépendance, à la table ronde, ce problème était réglé pour les transplanter. Le problème est réglé. Pas des Congolais dessous, mais je parle ici des transplantés. Bon. Les réfugiés sont réfugiés, ils sont là. Les réfugiés, il y avait la Croix-Rouge qui s'en occupe de tout ça. Là. Maintenant, la Belgique, pour préparer la classe politique congolaise, a organisé les élections communales, locales. Et ces transplantés ont reçu des droits politiques, ils ont participé à ces élections. Donc, le pouvoir colonial belge leur a déjà donné les droits politiques comme citoyens congolais au fond, préparant donc l'indépendance. Donc, ils ont participé aux élections. Nous avons l'indépendance, jusque-là, rien n'est... Nous avons l'indépendance le 30 juin 1960. Ils sont congolais, ces transplantés, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, parmi eux, il y a ceux qui s'intéressent à faire de la politique, ainsi de suite, tout ça là. Mais, vous savez, le Congolais n'était pas un sujet politique pendant la colonisation. Il va découvrir le démon du pouvoir le 30 juin 1960. Donc, il est prêt à aller dans les égouts de la médiocrité, l'essentiel pour sauvegarder ses intérêts politiques. Et Ben, celui-là, oh, mais il est venu du Rwanda, non? Les conflits ont commencé là. Il est candidat, mais non, lui, il dépend du Mwami du Rwanda, il ne faut pas le voter. C'est là que ça a commencé. Ça a commencé au niveau local. Cette problématique Banyarwanda n'a pas commencé à Kinshasa. Ça a commencé au niveau local d'abord. Nous, ici à Kinshasa, on a vécu, on a grandi avec des Tutsis, des Hutus. On ne connaissait pas ce problème. On ne connaissait pas ce problème. Donc, au niveau local, les problèmes ont commencé.
Ils se sont écorchés là, les débuts des années 60 là. Ils s'entretuaient là. Mobutu arrive au pouvoir en 65. Il trouve cette problématique. Rappelez-vous la première révolte Kanyarwanda en 62-63. Hein? Les Banyarwanda, parce que dans cette problématique, quand on parle des Banyarwanda au nord Kivu surtout, pas au sud Kivu, hein, mais au nord Kivu. Donc vous avez les Banyarwanda, Hutu, Tutsi, tu vois, qui sont méprisés par les autres communautés, surtout les Nandés. Il y a toujours une rivalité entre les Nandés et les Banyarwanda pour le leadership politique et économique, tout ça là. Parce que démographiquement, la population la plus importante, c'est les Nandés, les Yira. Que vous trouvez, d'ailleurs, les Yira, là, vous les trouvez en Ouganda. En Ouganda, ce sont des Kodjo. Ils font partie de l'ethnie, du groupe ethnique Yira. Tout ce qui se passe là, les ADF, tout ça là. Il faut comprendre tout ça là. Les ADF là, qui viennent de l'Ouganda là, mais ce sont des Yira. Et ils ont des complices là chez leurs frères Nandés. Puisque leur objectif, c'est de créer une entité politique autonome Yira. Vous comprenez? Et tout ça sont des problèmes que les hommes politiques doivent connaître. Bon, maintenant, dans cette communauté Banyarwanda, rwandophone, vous avez des conflits internes entre Hutu et Tutsi. Ils ont leurs conflits internes là. Parce que le Rwanda voisin, qui a connu ces contradictions, disons identitaires, disons ethniques, hein, de groupes ethniques, tout ça, le Rwanda, surtout post-indépendant, post-colonial, avait une influence dans ces conflits entre Hutu et Tutsi du Nord Kivu. Kayibanda, hein, le premier président, il interférait, Abiyarimana arrive, il manipulait ces communautés dans leurs des conflits là, Hutu, Tutsi, tout ça là. Bon, les contradictions se sont aggravées. Vous voyez, Mobutu, quand il arrive, il trouve tout ça. Il va retirer, il va prendre Paluku, Denis Paluku, il va le nommer même gouverneur au Bas-Congo, Congo central. N'est-ce pas? Mais croyant arrêter les jacqueries, vous avez des leaders comme Rwakabuba, tout ça là, qui défendaient leurs frères Tutsi. Bref, ça n'a pas commencé à Kinshasa. Ça n'a pas commencé à Kinshasa. Ça continue de perdurer. Pourquoi ça perdure jusqu'au jour? Mais ça perdure parce que c'est devenu presque une culture politique. On utilise ça comme un élément de combat politique. Hein, parce que les acteurs politiques du sud, du Kivu, pour eux, ils ont leurs conflits là, internes, locaux, des conflits locaux. Ils vont jouer ces conflits entre Hutu, Tutsi, animés par l'idéologie Yima Tutsi, hein, parce qu'il y a aussi cette idéologie qui est le soubassement de toutes ces violences là, à l'Est. Là, hein. On accuse les Tutsis, et les Yima de l'Ouganda, de l'Ituri, de vouloir créer un empire Yima Tutsi. Et même le feu Laurent Kabila, il a officialisé ça ici à Kinshasa pour dire que ce sont des gens, ils sont dans la logique de Yima Tutsi. Bon, bref, ça a pris de l'extension, tant idéologique que dans l'action politique. Et évidemment, ça va commencer à s'aggraver au niveau national avec la zarianisation. À cette époque, c'était le feu Barthélemy Bisengimana qui était directeur de cabinet de Mobutu. On l'accuse de tous les mots, hein, mais il était là pour ses compétences, tout ça là. On connaît ses espoirs, barrage Inga, ligne à haute tension, Inga Shaba, bref. Qui s'occupe du dossier de la zarianisation, c'est Bisengimana. Bien sûr, il va distribuer le gâteau, il va se favoriser d'abord, et puis favoriser ses frères Banyarwanda. Bon, bref, ça crée des jalousies, des conflits au niveau régional, au niveau du Kivu. On commençait à faire pression
sur Mobutu au bureau politique du MPR. Mobutu était obligé, malgré lui, de débarquer, de se séparer de son directeur de cabinet. Et c'est là que ça va commencer à déborder. On va maintenant inventer le concept de la nationalité douteuse. Et en 1981, c'est cette loi de 1981 qui va maintenant aggraver les contradictions. C'est-à-dire, dans l'application de cette loi de 1981, on va mettre dans le même panier les Banyarwanda, Congolais de souche, les transplantés et les réfugiés. Et c'est là que ça a créé des crashs, des contradictions aggravées, à partir de la loi de 1981. Donc, je crois que la classe politique doit avoir ce recul historique, vouloir chercher la vérité historique au lieu de la dénier, parce que en déniant la vérité historique, nous aggravons nos contradictions, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Avec ces violences à l'Est, le pays est presque partitionné. Donc, si nous voulons repartir sur de nouvelles bases objectives, il nous faut trouver une solution appropriée à cette crise identitaire. M. Bazis, est-ce que ce n'est pas une question épineuse? Déjà, la question a été posée. Vous avez dit tantôt que le Congo est un État qui a en son sein un ensemble de peuples qui sont un peu dans tous les pays limitrophes. Mais comment régler cette question facilement pendant qu'on sait que les personnes qui constituent le Congo sont de part et d'autre? Comment on saura faire la différence entre celui-ci est de chez nous, il n'est pas de là, qu'il est congolais? Parfois même les visages ont tendance à se ressembler. Oui. Comment faire cette différence? Mais c'est un problème politique, c'est-à-dire que, vous savez, une nation, c'est un construit artificiel. C'est pas naturel. C'est pas parce que tu es Mukongo, moi je suis Mukongo qu'on peut créer une nation. Non. On peut s'entretuer alors que nous sommes... Mais la preuve, la décadence du royaume Congo, n'est-ce pas? Le royaume Congo a dépéri. Pourquoi? Parce que au sein du royaume, il y a eu des contradictions. Même si on appartenait à la même identité culturelle, mais il y a eu naufrage de notre royaume. Bon, donc je crois que les Congolais doivent comprendre ce que c'est un État. Nous n'arrivons pas à comprendre d'abord. Anthropologiquement, on a du mal à comprendre ce que c'est un État. C'est là le problème. Ben, bien sûr, c'est cognitif, c'est mental, c'est culturel, c'est anthropologie. La conception du pouvoir, tout ça là. Le sens du bien commun. Tout ça, c'est culturel, c'est anthropologique. Nous sommes une communauté politique multiculturelle. N'est-ce pas? Donc, multinationale. La moindre chose, c'est de s'accepter mutuellement. Si vous partez avec des a priori ethniques, vous n'allez rien construire. Rien. Les résultats sont là et nous devons quand même être réalistes, non? Nous devons être réalistes. Il y a une situation de fait qui est là. Comment résoudre ce problème-là? Comment aussi régler? Mais justement, moi, je défends l'idée du pacte citoyen. Expliquez-vous. Je défends l'idée du pacte citoyen. C'est quoi le pacte citoyen? Le pacte citoyen, c'est que tout citoyen congolais, tout sujet congolais doit se retrouver dans ses droits et devoirs de citoyen congolais. Au même pied d'égalité, il n'y a pas un groupe ethnique supérieur, il n'y a pas un super homme politique, fut-il chef d'État, tout ça là. Bref, nous tous au même pied d'égalité, dans la poursuite
dans la poursuite du bien commun. Donc ça, c'est le travail basique. Parce que nous sommes Congolais pour avoir été des simples sujets léopoldiens et belges, sans notre volonté commune. Donc, nous devons poser ce fondement moral, la volonté commune du vouloir vivre ensemble. Hein? Il faut la poser maintenant. Parce que la situation de l'Est nous oblige à faire ça. Quand les curés et les protestants proposent le dialogue, oui. Bien sûr, le mot dialogue ou concertation, là n'est pas le problème, c'est le contenu. Moi, j'ai lu le contenu, je l'ai ici. Quand j'ai lu le contenu, on ne va pas résoudre le problème qui nous accable. On ne peut pas le résoudre avec ça. Tu comprends pourquoi? Parce qu'on va s'égarer comme on s'est égaré à la conférence nationale souveraine. Le problème de fond est là. Problème de citoyenneté. Le pacte citoyen. Moi, quand j'ai dirigé la fédération de l'UDPS, mais on a connu des slogans comme « Okutaina Moluba Nanyoka »,« Boma Moluba Tikanyoka ». On ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, tu comprends? Aujourd'hui, celui qu'on doit tuer, c'est le Tutsi. Le Rwandais et tout ça. Mais demain, ça sera qui? Mais on ne pourra pas construire une nation comme ça. Il faut que l'État mène des politiques intégratives. Donc, si on va à ce dialogue-là, je l'ai proposé à nos autorités. Prenez l'exemple de la conférence nationale qui a échoué. On s'est égaré. Quand vous avez des gens comme les Fayoulou dans de telles assises, vous allez perdre votre temps. D'ailleurs, il a participé, hein, Fayoulou a participé à la conférence nationale souveraine. Il était parmi ceux qui étaient contre les rwandophones, etc. C'est connu. Bon. Ah bon, depuis lors. Oh, mais bien sûr, c'est déjà, mais il y a toute une écurie des haineux, là. Qu'est-ce que tu crois? L'ancien ministre des Affaires étrangères, là, le Moutete, là, comment il s'appelle? Le Tundula. Ben, il était même dans la commission où on a niqué les rwandophones. Hein? Ce sont des gens qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, nous devons aller là pour donner cette volonté commune, le fondement moral. Si nous acceptons vouloir vivre ensemble, ok? Quelles sont les institutions que nous pouvons inventer, nous donner des institutions capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun, sans interférence extérieure? Parce que les Bazoum, quand ils vont interférer dans ces histoires-là, ils vont vouloir vous donner, vous proposer des choses, parce qu'eux, ils ont leurs objectifs que nous n'avons pas. Donc ça doit être dans l'autonomie. C'est nous-mêmes le Congolais. Nous devons nous organiser. C'est ça. Et avoir des objectifs à long terme. Vous voyez? Pour moi, ça là, c'est aggraver encore les conflits. Ça va nous amener nulle part. Nulle part. J'ai proposé à nos dirigeants, appeler, parce qu'on est fiers de dire que 450 tribus, tout ça, d'accord. Mais maintenant, on va se donner une volonté commune, le fondement moral. Est-ce que nous voulons encore vivre ensemble? Parce que moi, le Congo, je ne vois pas un inconvénient pour qu'un Tutsi soit congolais, pour qu'un Hutu soit congolais ou un toi. Le problème identitaire, ce n'est pas seulement au Kivu. Au nord du Katanga, les pygmées du Katanga là-bas s'écorchent avec les Baloubakats. Tu comprends? C'est pas seulement... vous allez à Ituri, les Hima avec les Lendu, tout ça, ils s'écorchent. Donc, il faut qu'on arrête tout ça là. Monsieur Basile Tézoa, voilà. on doit terminer maintenant, on a presque pris toutes nos minutes, oui. Mais on doit clore. Un message à adresser à tous les Congolais qui sont ce débat. Oui. Moi, je dis à mes compatriotes, à mes concitoyens, oui. Nous sommes une communauté politique multiculturelle, multinationale. Vous allez exclure un Tutsi délit de faciès parce qu'il est rwandais. Je vois une polémique là, il y a Tito, un homme politique
du Rwandais là, qui a dit, enfin, je sais pas, moi je n'ai pas lu vraiment ce qu'il a dit, hein, mais quand je vois sur les réseaux sociaux, il aurait dit que les Banyamulenge là, battez-vous, vous êtes des Rwandais, mais vous êtes, bref, quelque chose de ce genre-là. Bon. Quand je vois la pensée politique au Rwanda, bon, ils sont toujours dans leur sens de l'histoire. Hein? Il y a une identité rwandaise. Mais nous, on confond le mot rwandais avec la nationalité rwandaise. Ce sont des Banyarwanda. Banyarwanda, si tu traduis en français, c'est rwandais, ceux du Rwanda. Mais juridiquement, ils sont congolais. Vous comprenez? Nous devons justement, anthropologiquement, comprendre tous ces concepts qui ont été inventés par les Bazous, les Occidentaux. Nous, on n'arrive pas à concevoir, à saisir ça. Et on est dans la confusion. Merci beaucoup, Monsieur Basile Diatezoa. Il est, comme je l'ai dit, écrivain. Il est chercheur, il est acteur politique. Il a été président de l'UDPS, Fédération de Benelux. Il est pour le moment à Kinshasa, depuis un bon moment. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. En tout cas, les débats restent ouverts. Si vous souhaitez aussi venir aborder votre point de vue sur cette question, on va vous interdire. Venez aussi. Donc, on n'interdit pas aux personnes, aux gens de s'exprimer. Allez, on va se quitter par ces mots. Portez-vous bien. Héritier Elohim, bonne soirée chez vous.